j'espère que tu vas bien. Et moi, ça va super bien. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Ferdinand Richter. Ferdinand Richter, que si tu le connais pas, eh ben, t'as raté quelque chose. Et du coup, j'ai tapé Ferdinand Richter dans mon super moteur de recherche qui plante des arbres pour lui demander qui c'était et je suis tombée sur un compositeur peintre du XVIIe siècle. Donc j'imagine que ce n'est pas Exactement, toi. c'est moi. Donc, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Donc, Ferdinand Richter, c'est mon nom, c'est déjà ça. Alors, je travaille actuellement justement pour Ecosia, donc je suis le responsable France d'Ecosia. Et à côté de ça, j'ai pas mal de passions en fait, ou de trucs qui m'intéressent. Donc, j'ai une chaîne YouTube, c'est Ceci n'est pas une chaîne, où je partage pas mal de choses sur la permaculture, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais aussi tout ce qui est développement personnel, coaching, parce que de formation, je suis psychologue du travail et coach, et j'ai travaillé dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est un petit peu avec tout ça que je m'éclate voilà, et que j'applique un petit peu tout ce que j'apprends voilà, dans mon travail, dans ma vie quotidienne. Et j'essaye au mieux d'aider les gens aussi à avancer sur leur chemin, à réaliser leurs rêves. Et voilà, c'est à peu près ça, je dirais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, donc tu parles de permaculture et de développement personnel. Mhm. Souvent, quand on dit permaculture, la plupart des gens entendent uniquement le côté terrien de la chose, Mhm. le fait d'élever et de faire que toutes les plantes s'entendent bien et poussent ensemble. C'est ça. Alors que il y a une philosophie derrière la permaculture et c'est vraiment ça le lien avec le développement personnel. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, tout à fait. Ben, tu viens de dire, c'est juste que faire grandir les plantes et qu'elles s'entendent bien, ben, tu enlèves plante, tu mets être humain, ou être vivant même, et ça marche, tu vois. Donc, il y a vraiment une approche, alors moi, ça m'a changé la vie parce que j'ai grandi dans une approche de performance, notamment, moi, avant d'être psychologue, j'étais joueur professionnel de rugby. Avant ça, j'étais chez les chasseurs alpins. Donc, il y a vraiment une notion de performance, de toujours plus loin. Et aussi en entreprise. Le coaching en entreprise que j'ai fait, c'était avec des dirigeants dans des grands groupes des multinationales. Et j'ai vu finalement la souffrance que c'était. Et moi-même, j'ai beaucoup souffert jusqu'à un moment donné être complètement épuisé. Et c'est là où je me suis questionné sur tout ça. Et je suis tombé sur la permaculture qui avait une approche totalement différente de jardiner pour le coup, mais aussi de prendre soin en fait d'un écosystème. Et c'est étonnant parce que moi, le lien il s'est fait rapidement parce que l'entreprise ou même ton corps, c'est un écosystème qui fait partie d'un écosystème plus grand. Et de mettre le prendre soin de soi, des autres, au cœur d'une philosophie en fait. Ça m'a paru d'une évidence et pas justement toujours la performance. Tu vois. Ouais. Véritablement être en synergie, être ensemble. Et du coup, ça veut dire trouver sa place. Mhm. Ce qui est genre l'une des plus grosses questions d'aujourd'hui. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Où vais-je? Et, et je crois que le plus important aujourd'hui, et d'ailleurs on a échangé là-dessus sur ta chaîne, c'est quand on parle de trouver sa place, d'avoir une bonne conscience de son impact. Et c'est marrant parce que ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est que la plupart des gens veulent avoir un gros impact en termes de communication, voilà, il y a les grands motivateurs, Mhm. les grands speakers, etc. Et à côté de ça, on essaye d'avoir l'impact le plus petit possible sur notre environnement physique, avec Ouais. le zéro déchet, avec la consommation locale, etc. Et, euh, et du coup, le cheminement de avoir un impact raisonné, c'est quelque chose qui, chez toi, est apparu comment, à quel moment, pourquoi? À quel Ah, moment ouais. tu t'es dit, Bah ouais, je veux avoir ce tel impact? bah, c'est étonnant parce que il y a ce côté, et tu as raison, parce que nous on le voit beaucoup dans le zéro déchet, mais encore une fois, moi je dirais même c'est aussi dans l'information, dans les vidéos qu'on regarde, il y a vraiment ce toujours plus, c'est-à-dire il y a tout le monde, l'homme veut absolument avoir un impact.
Et moi, j'ai envie, ouais, je questionne ça un petit peu parce qu'aujourd'hui, on voit que notre ego a une telle volonté de prouver qu'il existe qu'on arrive à détruire notre écosystème. Et moi, c'est arrivé, je dirais, ça a commencé une prise de, c'est pas un moment, mais c'est une prise de conscience de vraiment, il y a quelque chose qui va pas dans mon corps parce que je m'étais beaucoup blessé au rugby. J'avais des émotions qui me faisaient mal au ventre, il y a vraiment quelque chose qui allait pas. Et au fur et à mesure que je me suis mis à l'écoute de moi-même au niveau de mes émotions, de ce que je pouvais vivre, de plein de choses, ben là, ça a changé. C'est là que d'un coup, j'ai automatiquement enlevé certaines choses de ma vie qui me faisaient plus du bien. Donc je me suis jamais dit je vais devenir zéro déchet. Mais c'est Mm. juste en avançant sur ce chemin intérieur, il y a certaines choses que j'achetais plus, il y a certaines choses qui me paraissaient aberrantes. Du coup, je l'ai pas, tu vois. C'est un petit peu comme ça a démarré. Mm. Du coup, tu as changé ton environnement et c'est ça aussi, je pense, dans la philosophie de la permaculture, c'est qu'on a un pouvoir sur notre environnement, Mhm. et que ce soit physique ou social, émotionnel, on a véritablement cet impact, ce pouvoir-là. Et il y a quelque chose dont tu parles, parce que c'est aussi ce qui fait partie de ton travail, qui, moi, me questionne beaucoup, c'est le monde de l'entreprise. Parce Mhm. que j'ai jamais travaillé en entreprise. Je te le disais tout à l'heure, enfin voilà, j'ai fait de la mise en rayon dans des supermarchés pour payer mes études. Mais à part ça, j'ai jamais travaillé en entreprise plus de 2 mois d'affilée. Et je sens qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, particulièrement les grosses structures, il y a beaucoup de souffrance au travail. Mhm. Mhm. Et, euh, et quelque part, je me demande, pour ceux qui nous écoutent, là, qui Mhm. sont en souffrance dans ce travail, quels sont les premiers conseils que tu donnerais si on, disons qu'on n'est pas le patron qui peut décider voilà, de changer toute la structure de l'entreprise, mais en tant que salarié, quel est le premier conseil que tu donnerais justement pour diminuer cette souffrance au travail, pour agir véritablement sur son environnement professionnel? Alors, je vais te répondre en permaculteur, c'est que ça dépend. Ça dépend de l'écosystème, ça dépend de la personne, ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire quoi souffrance Mhm. en fait? Est-ce que c'est une souffrance physique, émotionnelle, psychologique? Euh, voilà. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est à un donné le peu de pouvoir qu'on a, de l'utiliser, de ne pas se mettre trop en victime d'un Mhm. système, parce que on a, voilà, de voir quel choix est-ce que j'ai et quel choix je peux prendre qui me font peut-être peur, mais qui vont me protéger ou m'éloigner de ce qui me fait souffrir. Mhm. Voilà. Et donc ces choix-là, et après c'est aussi de trouver des personnes de confiance avec qui on peut en parler, échanger, demander de l'aide. Ouais. Voilà. Moi je crois que c'est important de, voilà, à la fois se protéger, mais pas construire des murs partout, Mhm. et pour que toi personne puisse regarder ce qui se passe dans ton jardin intérieur, quoi. Tu vois. Mhm. Euh, ouais, c'est peut-être ça que je pourrais donner comme conseil. D'accord. Ouais. Je crois que tu as dit quelque chose d'hyper important, c'est d'arrêter le sentiment de victimisation, Mm. d'être des victimes, parce que c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup chez les consommateurs qui disent voilà, j'achète ça, je sais que c'est pas bon pour la planète ou pas bon pour la santé, mais j'ai pas d'autre choix. Mm. Et en fait, c'est justement en prenant conscience qu'on n'est pas des victimes, mais qu'on a un pouvoir, et que le pouvoir, la plupart du temps, c'est déjà d'apprendre à dire non à certaines choses. Mm. Déjà d'avoir le. Ça, Ouais, je pense que c'est mais quelque chose après, de tu très vois, courageux. alors c'est parce que c'est le monde du travail, c'est quand même complexe parce qu'il faut pas Mhm. oublier aussi qu'il y a des victimes. C'est-à-dire, Bien il sûr. y a des entreprises où il y a une violence terrible et que Mhm. cette violence, elle est très cachée. C'est-à-dire, c'est pas, les gens, ils vont pas se taper sur la gueule, quoi. C'est Oui, non, très c'est direct, sûr. toi, mais c'est très psychologique. Donc c'est très complexe et surtout que beaucoup de personnes sont aussi tellement embriquées dans le système qu'elles l'entretiennent d'une certaine façon et d'en sortir, c'est pas facile. De dire Mhm. si tu as un crédit, si tu as trois gamins,
et de dire ben, je me casse de la boîte, Mm. c'est super chaud, quoi. Tu vois, Ah, ouais, c'est sûr. tu vois. Donc, moi, pour l'avoir fait, alors moi, j'avais pas de crédit, j'ai pas de gamin, donc encore une fois, c'est facile presque, mais même à mon échelle, c'était pas évident. J'étais associé dans une entreprise où je me sentais plus bien et que j'avais besoin de sortir de ça, mais c'était comme un divorce, quoi. C'était sortir de là. Et j'ai mis le temps d'intégrer, de vraiment questionner qu'est-ce qui s'était passé, de me relever. J'ai mis 3 ans. D'accord. Tu vois. Donc c'est tout un travail. Et là-dessus, pour moi, c'est si jamais quelqu'un a le courage ou a l'envie de démarrer ce chemin, d'être conscient que c'est pas forcément facile, parce que ça nous confronte à nous-mêmes, à nos peurs, à plein de choses. Qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déconstruire, il y a des choses qu'on croyait être vraies qui ne le sont pas, il y a des choses où on croyait que c'est les amis, ça n'en est pas, mais d'autres oui. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que si on sent qu'on a besoin de ça, de toute façon on n'a pas le choix, parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui crie et qui a dit je peux plus continuer, et moi c'est ça qui m'est arrivé. Mais après, moi aujourd'hui, après 3 4 ans d'avoir fait ce choix, voilà, je peux te dire ça vaut le coup, quoi. C'est vraiment... Ouais. aujourd'hui je vis avec moins, je gagne, je suis loin de gagner ce que je gagnais en tant que coach en entreprise, mais voilà, j'ai redécouvert en fait ce que c'était le bonheur. Je ne savais pas ce que c'était avant. Et que j'ai certainement encore un long chemin à faire, j'espère bien. Mais il y a des rencontres, des personnes, c'est magnifique, quoi. Mm. Donc, mais encore une fois, c'est là où je te parle beaucoup de développement personnel, parce que c'est un vrai cheminement personnel. Et que d'après moi, si on ne le fait pas, on risque beaucoup de, même si je quitte une entreprise, je vais vite retrouver un travail. Et le risque, c'est que tu reproduises la même chose Faut refaire la même dans chose. le nouveau travail. Mm. D'accord. Donc, si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de le faire seul, déjà. Exactement. Histoire de pas. Voilà. Et vraiment le faire avec conscience et avec cette conscience du pouvoir que vous avez de changer les choses, je pense. De ne pas reproduire déjà. Si vous n'avez pas un pouvoir pour changer ce que vous vivez, déjà ne pas le reproduire, je pense que c'est très intéressant. Mm. Je crois que c'est un peu aussi la leçon de toutes les dernières années d'un point de vue permaculture en tant que botanique. Ne pas reproduire toutes les erreurs et espérer qu'un jour on fasse mieux. Ouais. Alors, on peut jamais savoir si on les reproduit, mais en tout cas, la permaculture va nous dire de prendre le temps. Par exemple, de dire, on a vécu une saison, on a produit certains trucs, ben, en hiver, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc en hiver, au lieu de combler ce vide avec plein de conneries, on va prendre le temps et d'analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour la prochaine saison, quand je vais ressemer ou replanter d'autres choses, que j'apprenne vraiment quelque chose. Et cet apprentissage, il prend du temps en fait. C'est qu'aujourd'hui, on veut vivre tout le temps, on veut récolter tout le temps. Mais du coup, voilà, on passe à On met des côté tomates en énormément hiver. de trucs. On n'a pas d'hiver, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. On veut des tomates en hiver. C'est quelque chose ouais, que j'ai trouvé super chouette de trouver sur ta chaîne, les notions de rythme, justement. Le fait de respecter ses propres rythmes, le rythme de la nature aussi, parce que on a beau être parfois très déconnecté entre les lumières artificielles et nos rythmes de communication qui sont assez accélérés, on reste quand même une partie de la nature et on est soumis à ces rythmes. Et en les niant, on se fait beaucoup, beaucoup de mal. Ouais. Voilà. Ben moi, après, c'est encore une fois, c'est ma vision des choses et certainement il y a des personnes qui le verront différent. Mais pas mal de maladies ou de souffrances, comme des dépressions, comme des burn-out, d'après moi, sont liées à la déconnexion. La déconnexion à la nature, la déconnexion à soi-même. Parce que, comme on est dans des environnements qui peuvent être très très violents, on se protège et en se protégeant, on rompt tous les liens en fait. Et ça crée, voilà, ça crée des plantes qui sont extrêmement fragiles, isolées. Dès qu'il y a un coup de vent, elles se cassent parce que les racines, elles sont plus connectées aux autres, aux voisins. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à grande échelle avec une solidarité qui est volontairement cassée par les entreprises, avec des gens qui sont syndiqués, qui sont virés parce qu'elles sont syndiquées. Et que, parce que plus on casse ces liens, plus on peut contrôler. Alors que si on a un sol qui est vivant,
ben, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable, autonome et libre. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, notamment dans les grands groupes, même si on le dit, c'est pas forcément ce qu'on fait, parce que du coup, il y a une perte de pouvoir des hiérarchies qui sont en haut. Et que moi, je crois qu'il y a autre chose à faire. Et surtout, ce qui est fou, c'est que la permaculture nous enseigne que on peut même vivre mieux de son jardin. On va peut-être pas avoir que la même chose, mais on va vivre d'une diversité qui va être plus sécure, où on va avoir besoin de moins se travailler, moins se mettre de tracteurs et de tout ça, donc moins se mettre d'énergie. Et en même temps, il y a une diversité, une beauté, et en plus, on se sent bien dans le jardin parce qu'il y a une notion de beauté et tout ça. Mais c'est vrai, il n'y a pas une personne qui contrôle tout. C'est le permaculteur, la moitié de ce qui se passe dans le jardin, il n'a aucune idée pourquoi ça se passe comme ça, et il fait confiance. Ouais. Ouais, donc vraiment la diversité et puis lutter contre quelque part l'égocentrisme et la productivité en fait, puis la compétition. Ouais, Ouais, c'est je dirais, on n'est pas non plus dans un monde bisounours, la compétition, elle sera toujours là. Mais il y a un moment donné, on a fait que la compétition, c'était le seul but en fait. oui, Tu vois, qu'il n'y avait rien oui, d'autre. elle a pris le pas sur la collaboration, sur la fraternité. C'est Enfin, je ça. veux dire, qu'à regarder dans la nature, il y a de la compétition, notamment dans le Exactement. monde animal, Voilà. évidemment. Mais à côté de ça, il y a quand même une notion de groupe dans beaucoup, que ce soit chez les animaux ou chez les plantes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que les plantes communiquaient de façon assez incroyable. C'est mon chéri qui m'a dit ça, il m'a dit que, je crois que c'est en Chine, dans les champs de maïs, quand un épi de maïs est mangé par un insecte en particulier, en se décomposant, il va envoyer des phéromones qui vont attirer des abeilles qui vont manger ces insectes et protéger les autres maïs. Enfin, je veux dire, C'est ouf. c'est juste dingue. Il y a un maïs Ouais. qui va appeler des abeilles pour protéger ses congénères. Donc, il y a une notion de groupe et d'entraide dans la nature. Et tu vois, et Donc, ça va même plus loin parce que les graines de maïs qui auront vécu cet épisode, elles vont ouais. garder ça en mémoire et du coup, si on ressème les graines, ben, Mm. ça va être la prochaine fois une graine qui va déjà plus adaptée à son environnement que la première. Et du coup, c'est ce qu'on avait dans le temps entre les différentes générations qui transmettaient un savoir. Et ça, aujourd'hui, dans les familles, on l'a de moins en moins. Et dans les entreprises, encore moins, où là, on vire des gens. Les anciens, on veut les sortir de l'entreprise parce qu'ils sont plus assez productifs. Mm. Parce qu'on ne voit pas que c'est une richesse énorme d'avoir des anciens qui sont dans la boîte depuis 30 ans, qui pourraient, avec beaucoup de recul, accompagner les jeunes. Parce qu'il y a cette transmission-là. Et comme on le coupe, ben, c'est comme si on redémarrait le jardin chaque année et qu'en plus on fait de l'argent avec parce que notamment certaines entreprises vont vendre des semences. Mais c'est Mm. du coup, si on met pas de pesticides et d'engrais, ça c'est très risqué parce que la plante n'a pas le temps de vraiment s'adapter à son écosystème. Mm. Et du coup, c'est comme si toi, je te prenais et je te mets tous les jours dans une nouvelle équipe, tu Mm. vois. T'as jamais le temps de faire connaissance de personne, c'est hyper fragile et ça crée un stress énorme. Tu vois. Ouais. Et en plus, je vais te mettre la pression pour que tu sois performante. Tu vois. Et que si tu l'es pas, j'ai dit, bah, tu aurais dû t'adapter plus rapidement. Ouais. Tu vois. Bah, c'est le malheur qu'ont rencontré beaucoup d'agriculteurs qui ne sont plus propriétaires de leurs semences, déjà, C'est ça, ouais. avec de plus en plus de semences qui sont stérilisées. Et, je crois que, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est un petit peu la différence entre l'intelligence et la sagesse, en fait. Ouais. Où aujourd'hui, on est un monde très intelligent, mais on n'est pas un monde très sage. non, on n'est pas dans un monde très sage. On sait plein de choses, mais il y a plein de choses qui sont pas sages. Très bien. Merci beaucoup, Ferdinand. Bah, avec plaisir. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Et ben, je vais te mettre tous les liens d'un côté ou de l'autre, notamment la chaîne qui s'appelle Ceci n'est pas une chaîne de Ferdinand Richter, où tu y retrouveras beaucoup d'intelligence, mais aussi beaucoup de sagesse et de l'humour. Et on se retrouve tout bientôt. Bye bye. Ciao. Et ben voilà. Parfait. Merci. Parfait. Je vais les couper.